dans les écoles, donc, dans une masse scolaire. Seul, ou avec le chanteur, je ne sais pas si vous vous souvenez, Serge Guizolan, qui nous a représenté à l'Eurovision, mais il y a pas mal d'années. Hein. Alors vous auriez dû entendre Irène qui allait vous dire toute une série de poèmes. Malheureusement, elle a le Covid. Alors elle est coincée et nous avons été obligés de la laisser à la maison. Un nonagénaire a le privilège d'oser réagir contre ce qui alimente la mode d'aujourd'hui, et notamment les réseaux sociaux, sur lesquels le narcisse, hélas, n'est pas qu'une fleur. Autre exemple personnel, nonagénaire que je suis veut par exemple réhabiliter certains mots de notre langue que des comportements déviants flétris dans les esprits, les yeux, les médias. Je pense au mot herbe. Je veux parler de l'herbe éternelle, celle des lapins de notre enfance, des prairies, des terrains de sport, des pelouses, des parterres, des rives de rivières, des vallées, des collines, des monts, des montagnes. À notre époque, les mauvaises herbes ne sont plus celles qui poussent entre les cailloux, dans les fossés et les parterres. Il importe d'en être conscient et de ne pas s'en contenter, quel que soit notre âge. Il ne faut pas que le mot herbe, qu'on emploie maintenant, vous savez, dans une autre acception, devienne banal. Hein? C'est ce que je veux dire. Alors, mais soyons positifs. Quoi qu'on en pense sur les réseaux, voyeurs, la sympathie, l'amitié, l'honnêteté naturelle et le bénévolat priment les aboiements, les addictions néfastes et les détournements. Dans les 1000, Jean-Jacques Rousseau écrit « Généralement, les gens qui parlent beaucoup savent peu, et les gens qui savent beaucoup parlent peu. Le sachant, je me rangerai donc parmi ceux qui savent se taire, et dès lors, être nonagénaire, c'est aussi être sage, ce que j'essaie d'être dans la vie et à l'instant présent. » Voilà, je vous remercie d'être venu. Malgré cet art de te taire dont tu viens de parler, tu vas devoir répondre aux questions. Oui, comme ça, c'est bien sûr. D'ailleurs, je ne me souviens pas que tu m'aies raconté, c'est quoi ta première fois à la mer à toi? Puisque là, on va retracer en 1h04. Moi, j'ai connu la mer à Saint-Malo pour la première fois. Mon papa est mort à 44 ans, tailleur de pierre, et j'étais donc à l'orphelin du travail. Et grâce à l'orphelinat du travail, j'ai été envoyé avec tout un groupe à Saint-Malo. Et c'est là que j'ai vu pour la première fois la mer. Donc j'en ai gardé un très bon souvenir. Et j'habitais là-bas avec toute l'équipe dans un château qui était dédié à un monsieur qui avait sauvé je ne sais plus combien de gens qui devaient être fusillés par des amis. Et on lui a, un ancien château, lui a offert. Et nous, on vivait là. Donc c'était pour moi, qui venais d'un petit village, c'était l'Amérique. Oui, c'était formidable. Quel âge aviez-vous, Pierre? Quel âge aviez-vous? À l'époque, oh, j'avais 14 ans. J'avais jamais vu la mer. Oui, alors justement, parce que ça c'est une question que je me pose toujours, c'est que moi je suis né dans un bain de poésie, c'est-à-dire que j'observais la main de papa qui a une très belle écriture, des instituteurs d'autrefois, quand il fait une majuscule, c'est une vraie majuscule. Et moi d'ailleurs j'observais, c'est pour ça que chez Maelstrom j'avais fait un petit recueil qui s'appelait Journal de gestes, parce que pour moi la poésie est vraiment quelque chose aussi qui est une émanation de l'âme. Et ça vient de l'observation de tout petit enfant, même avant de connaître l'alphabet, de lire moi-même, de le voir en train d'écrire, et de voir ma mère qui répétait ses spectacles de déclamation
devant son miroir, ce qui étonnait parfois mes copains, et ta maman parle à un miroir. Moi, j'arrêtais. Et donc, pour moi, la poésie était partout. Et alors, tu évoquais le théâtre de marionnettes. Donc, ils avaient acheté une sorte de petite carriole, on met un cheval, sauf qu'il y avait un théâtre à la place. Et alors, le samedi, on partait sur les chemins dès l'âge de 8 ans. Comme je connaissais le spectacle par cœur, puisque j'étais dans le voyage. Sa maman était malade. Il dit, oh, mais il n'y a pas de problème, je connais tout par cœur. Oh, oui, c'est lui qui a manipulé. Jusqu'à l'âge de 18 ans, hein, parce que bon, quand mes copains disaient qu'est-ce que tu fais samedi, je vais jouer aux marionnettes avec mes parents. En fait, il y a un moment où ça ne passait plus. Mais toi, par contre, moi, en quelque sorte, le fait d'avoir été attiré par la poésie était comme une continuation de quelque chose que je vivais dans mon enfance. Mais toi, on se demande où tu as été chercher la poésie. Moi, je me souviens que non seulement ton papa est mort quand tu étais enfant de la silicose, ta maman travaillait dans ces machines à filer le coton. Filature de coton. On voit dans le film d'Anne, si vous voyez un jour ce film, on voit ces machines un peu humaines, en fait, qui étaient de cette époque-là. Un jour, d'ailleurs, j'avais dit dans un entretien que tu venais d'une famille pauvre ou modeste, et tu n'avais pas tellement apprécié qu'on dise ça, parce que sur les photos, on s'habillait... Une famille ouvrière. Mon papa avait réussi son école primaire, et ma maman aussi. À l'époque, c'était pas gagné d'avance. Oui. L'enseignement n'était pas obligatoire. L'enseignement n'était pas encore obligatoire. Ah si, hein, je crois. Pour tes parents. Ah, pour mes parents. Non, en tout cas, ils avaient réussi tous les deux. Donc, moi, nous n'étions pas pauvres. Parce que on travaillait beaucoup. Mon papa travaillait une carrière. On lui amenait le silex et il en faisait des pavés, sans masque, à l'époque. Et ma maman qui travaillait, elle était d'abord femme à journée. Donc je respecte beaucoup les femmes à journée. Et je lui ai dit quand il était plus jeune, respecte les femmes à journée, les jardiniers et tout, parce qu'il représentait, il travaillait pour un ministre, donc pour un ministre, un gouverneur. Et je lui avais dit ça parce que, comme elle était de qualité, elle est devenue chef des femmes dans cette usine qui était dans une ancienne abbaye. L'ancienne abbaye existe toujours, il y a longtemps que l'usine n'existe plus, bien sûr. Donc, en fait, ils étaient dans une famille modeste, mais on n'avait pas faim, on allait à la pêche, on prenait les brochets, on les échangeait contre des canards, des pigeons. Donc, dans les villages, on n'a pas vraiment eu faim si on voulait se bouger un peu. Oui. Dans les villes, ça c'était autre chose. Les gens de la ville venaient et nous respectaient pour notre poisson, notre canard. Parce que quand j'allais chez ma grand-mère, je demandais si elle n'avait pas un jouet, et alors elle me montrait le petit moulin pour faire le café. Donc le jeu, c'était de lui moudre ses grains de café. Et quand je lui demandais, t'as pas un livre, elle me donnait toujours celui-ci, qui était une bande dessinée du 19e siècle d'un certain Christophe. Ça s'appelle Les Facéties du sapeur Camembert, probablement le livre que j'ai lu le plus. Mais c'était à peu près l'unique livre qui était chez ma grand-mère. Et donc c'était ça la question, c'est d'où est venue la poésie, puisqu'elle ne t'a pas été transmise de la même façon. À l'école primaire, j'avais un instituteur extraordinaire qui était traîné à Mortenay. Hein? On avait son petit jardin, on allait donner cours dehors quand il faisait bon, etc., etc. Et dans la bibliothèque, malheureusement, il n'y avait que 2 livres. Il y avait les Fables de La Fontaine et le dictionnaire. Alors, et la grammaire. Et alors, moi, je suis tombé amoureux des livres, mais je suis plongé sur
les fables de La Fontaine. Et maintenant, j'ai plus de 100 fables écrites, traduites et publiées aux États-Unis dans un livre français. J'en ai un en fait, il y en a eu plusieurs qui illustré, étaient publiés directement là-bas. alors qu'il n'y a pas moyen de placer des fables en Belgique ni en France. C'est Jean de La Fontaine. Alors, comme il n'y a pas de droit, hein, on les sort. Et on se dit oui, c'est pas mauvais, etc. Aux États-Unis, c'est sorti directement. Et après qu'il ait trouvé une de mes fables sur Internet, une fable sur les chats, et il était en train de préparer le chat du Moyen-Âge à nos jours en poésie. Il a sorti après. Il vient de mourir, à mon âge. C'était le traducteur officiel aux États-Unis des fables de La Fontaine, justement. Le traducteur de Et alors un jour, il est tombé sur ces fables qui étaient publiées chez Grasset à l'époque. Mais aujourd'hui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, les éditeurs jeunesse lui disent « Ah, il y a la morale à la fin, on ne supporte plus. » Il ne supporte Mais lui, le genre dans de la fable, il y a une morale. À quoi elle sert la fable s'il n'y a pas de morale? Ben oui, ça m'est pas compris. C'est incroyable, hein? Ceci dit, pour réparer les choses, il est en train de dire qu'une certaine Amélie, genre Amélie Nothomb, on considérait quand même un peu comme le genre de la Fontaine de Ah, l'époque. j'ai sa lettre. Amélie. Amélie m'aime beaucoup parce qu'il y a un jour dans un salon du livre à Metz, où elle était déjà un peu originale, elle massait les coups de ses collègues pour savoir leurs idées. Alors, elle était emballée dans beaucoup. Alors, on me dit, ah, j'aime beaucoup, vas-y, etc. Et j'étais un il des lisait rares. l'avenir dans les nuques. Donc, elle a commencé à me dire plein de trucs en me massant la nuque. Et comme ça, on est devenu. Elle était vraiment là-bas. C'était à Metz, en France. Et quand ma femme disait oui, Pierre, tu as le salon du livre de Metz. Les gens disaient ah bon, de Metz? M-E-2-S-E. Oui. C'était devenu rigolo. Donc Amélie Nothomb m'a écrit, je lui ai envoyé ce livre-là. Et alors elle m'a dit je savais que tu serais le futur Jean de La Fontaine, ce qui n'était pas vrai, évidemment. Même si tu as pu ça. Mais je n'ai pas copié La Fontaine. Même si tu as Les pu, femmes ne ressemblent pas. tu as pu t'asseoir sur sa chaise à La Fontaine. Ah oui, oui. J'ai reçu le prix La Fontaine. Donc j'ai été reçu Dans sa demeure. dans sa demeure et comme ça, sa chaise était là et son bureau. Je me suis assis à la chaise et j'étais pris en Et le fantôme lui a parlé. Oui, mais sans le demander, en le faisant. Je dis tant pis, hein, je vais essayer. Donc, je me suis assis là, mais il aurait été très bien. Pas de problème. Tout ça justement pour pouvoir rebondir éventuellement sur l'écriture de texte chez vous, Pierre, tout comme chez Karl, l'écriture de texte pour la jeunesse et de texte pour les adultes. Oui. Alors moi j'ai envie de vous demander pourquoi écrire des textes pour la jeunesse. Est-ce que votre métier d'enseignant a déclenché quelque chose ou est-ce qu'il y a eu un événement particulier qui a fait que vous avez eu envie à un certain moment d'écrire pour la jeunesse? J'étais donc instituteur et je venais de sortir un livre de poésie pour adultes. Et il y a un enfant qui m'a dit Monsieur, vous écrivez pour les adultes, pourquoi n'écrivez-vous pas pour les enfants? Je dis, je ne peux pas laisser tomber ça. Alors j'ai écrit un poème. Si tu veux le lire, il est dans mon livre. Hein? J'ai écrit un poème, un chien, un chat et un abeille. Et ce livre qui s'est retrouvé après avec d'autres poèmes dans Jafabule, qui est ici,
m'a valu le prix à Paris qu'on venait de créer. Il y avait 420 personnes qui avaient parlé un peu partout en langue française. C'est moi qui ai eu le prix. Donc du coup, je suis dans le livre de poche chez Hachette, 6 éditions. Donc j'ai un tableau comme ça, 6 couvertures différentes. Regarde un peu, tu vas le trouver, le chien, un chat et un abbé. Ah, peut-être que je l'ai écrit. Ce sera mon premier poème pour enfants, pour répondre à ce que tu me dis. Et puis je vous en dirai un autre. Hein? Mais moi j'ai lu quelque part aussi que vous aviez écrit votre premier poème à l'âge de 9 ans. Ah, à l'école primaire, ma mère m'a appris à lire à 5 ans. Donc à l'école primaire, au lieu de m'ennuyer, j'écrivais des poèmes à 9 ans. Et alors je suis entré à l'école moyenne, comme on dit. Et toutes mes rédactions étaient faites en vers, quel que soit le sujet. Le prof était noir en colère, donc il m'emmène chez le grand directeur, il me dit, ce monsieur écrit tout en poésie. Il dit, et alors le type lui dit, et c'est bien? Alors, il fait, merci monsieur. Il nous a mis dehors, je suis rentré comme un héros de Je vais vous en dire, je vais le retrouver, hein, mais je vais vous en dire une autre qui plaît beaucoup d'enfants. Une grenouille qui fait surface. Ça crie, ça grouille et ça agace. Ça se barbouille, ça se prélasse, ça tripatouille dans la mélasse, puis ça rêvasse et ça coasse comme une contrebasse qui a la corde lasse. Mais pour un héron à échasse, une grenouille grêle ou grasse qui se brochette ou se picore, ce n'est qu'un sandwich ressort. Voilà, je vais vous dire pirouette aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai fait une pirouette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai déchiré mes chaussettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai marché sur mes lunettes. Pirouette sans chaussettes, pirouette sans lunettes sur le nez. Depuis, je suis mal luné. Excellent, excellent. J'aurais bien voulu la retrouver tout de suite, mais... Il y a un poème qui a beaucoup de succès en France, c'est Anagramme. Dans le jeu des anagrammes, sans une lettre de trop, tu découvres le sésame des mots qui font d'autres mots. Me croiras-tu si je m'écris que toute neige a du génie? Vas-tu prétendre que je triche si je change ton chien en niche? Me traiteras-tu de vantard si une harpe devient phare? Tout est permis en poésie grâce au mot, l'image est magie. Bon, maintenant, maintenant que je suis à dire un poème comme ça, ça change un peu. Hein. Ah voilà. Un chien, un chat et un abbé sur un trottoir se promenaient. Donc c'est mon tout premier poème pour enfants. Le chien trottait, le chat rêvait, l'abbé priait. Le chien vit le chat. Le chat vit le chien, mais l'abbé ne vit rien. Si bien que le chien s'élança, que le chat détala et que l'abbé, tout en prière, se retrouva sur le derrière, avec son chapeau dans les mains. Depuis lors, l'abbé a juré de ne plus lire l'évangile le long des trottoirs de la ville. Ainsi soit-il. C'est ce que j'avais fait. Et ils ont trouvé ça formidable. Alors, il faut en faire un deuxième, un troisième, et c'est parti. C'est comme ça que c'est un enfant qui m'a décidé à écrire pour les enfants. Et puis je suis resté à écrire pour les enfants parce que j'aimais bien jouer avec les mots. Qu'est-ce qui est le plus difficile, Pierre, écrire pour les enfants ou pour les adultes?
pas plus, ça dépend, il faut l'inspiration. Hein. Donc, moi, je ne me mets pas devant une feuille blanche. Hein. J'ai écrit que si je suis inspiré. Hein. J'habite dans un bois avec plein d'oiseaux. Et pour le moment, j'ai un oiseau, c'est incroyable. C'est un faisan doré, je ne sais pas d'où il vient. Et il est arrivé. Et maintenant, dès que je sors le matin, ce matin, par exemple, j'ouvre le volet, il est là. Il attend ses graines. Et il ne se sauve pas, hein, il est là. J'ai eu... il va chercher son courrier, le faisant le suivi. Il me suit jusqu'à la boîte du courrier. C'est incroyable. On a eu aussi des sangliers. Ah oui, nous aussi. Ouais, amusant. D'ailleurs, il y a un petit livre qui va paraître au mois de mai, qui s'appelle À tire d'aile, et qui est Publié chez Code son prochain livre pour la jeunesse, et qui est autour de la libellule. Oui. C'est pour les tout petits, hein, tout petits. Un jour, il y a une libellule qui rentre dans la maison, et elle se met contre la vitre. Alors je la prends, je lui dis, t'as de la chance, parce que moi je ne tue pas les araignées, je ne tue pas les libellules, salut, et hop, je la laisse repartir. Ma femme et moi on se met dehors pour manger, c'était l'été, et tout d'un coup elle revient, 1 heure après, elle tourne, hein, et elle se met là. Et alors, à la fin, je dis, est-ce qu'elle me dit merci? Hein, c'est pour les tout petits. Hein, donc, pour des enfants, j'ai commencé à lire. Hein. Je n'ai pas beaucoup de livres pour les tout petits. Toi, tu en as plus. Hein. Mais moi, pas. Mais ça sort ici le 3 mai. Est-ce que tu as compté combien de livres tu as écrits sur ces 90 ans? La dernière fois que j'ai compté, c'était 170. Wow. Ouais. Mais beaucoup d'années, hein. Vu mon âge. Alors celui-là lui est particulièrement cher. D'ailleurs, il y a eu quelques mois de difficultés où il y avait un peu l'idée de ce livre qui allait naître, qui était prévu déjà de longue date grâce à David Giannoni. Et donc, qui représente, moi, cette scène que j'ai vue tant de fois, c'est-à-dire hein, quand tu contemples la nature. Oui. Et tu peux nous en dire un peu plus sur ce livre et tu parlais tout à l'heure du mot ciel, parce que toi, tu parles du ciel sans croire qu'un Dieu existe. Donc, Oui. tu as une vision du ciel qui t'est particulière. Pour moi, le ciel, c'est pas les nuages, ni la pluie, le vent, et ce n'est pas non plus la croyance. Pour moi, le ciel, c'est le paysage. Hein? Les paysages qui changent continuellement. Et maintenant, on a mis toute une série, une centaine d'engins, comme vous savez. Hein? Et tu en parlais tout à l'heure. Quels sont ces engins qu'on a mis dans l'horizon pour le vent? Les éoliennes. Les éoliennes. Alors maintenant, quand je regarde les paysages, il y a une centaine d'éoliennes que je vois dans mon fauteuil. Mais de loin, hein, comme ça. Alors je ne suis pas contre le fait d'avoir mis des éoliennes, mais c'est ma politique. Mais j'en parle quand même dans le livre. Mais pour pas être trop exigeant, mais l'horizon change mais vraiment sans arrêt. Et quand j'habitais, pendant les vacances à La Panne, avant j'étais à La Panne, je n'avais pas ça. Je n'avais pas ces changements de paysage. Je ne sais pas si c'est vraiment les vents ou d'autres facteurs qui font qu'en stade c'est comme ça, mais c'est comme ça. La prochaine fois que je vous dirai, asseyez-vous une demi-heure sur le banc, vous allez voir que l'horizon va changer. C'est incroyable. Incroyable. D'ailleurs, tu utilises l'image d'une palette de peintre, en fait. On a l'impression que
que tu décris, Ostende, par petites touches, un peu comme un peintre cherche ses couleurs. Alors que moi, je voyais plutôt un photographe. Oui. Comme si vous aviez photographié les espaces pour les mettre en mots. Oui, mais moi, je les vois plus comme un photographe comme un peintre. Et je disais tout à l'heure, il y a Pessoa, le poète très connu au Portugal. Tu es allé, hein, toi? Oui, oui. Tu es assis, et moi aussi, je suis allé. Et Pessoa a un poème sur la digue, sculpté. En français En et en néerlandais. Oui, Un Mais poème non. issu de Aude Maritime. voilà, oui. Et c'est incroyable. Et donc je l'ai repris, j'ai dit j'ai marché sur Pessoa. Parce qu'on marche forcément dessus. Ah, tu peux nous lire, mais tu vas devoir lire deux phrases en néerlandais. J'ai marché sur Pessoa et à l'instant même, j'ai déforé les yeux sur poème. Mijn roepen de wateren, les eaux m'appellent. Mijn roepen de zeeën, les mers m'appellent. Autre langue, même mystère, mots qui intriguent en lettres de pierre sur la digue. Oui, À quelle page? c'est à la page 17. Merci. Alors j'ai aussi un poème sur les ciels d'iris, en sort. Hein? Enfin, si assez Tu veux bien nous lire aussi celui-là, parce que j'ai l'impression que c'était un peu un autoportrait. Lequel dit? Celui-ci. J'étais l'étranger de moi-même. J'ai parcouru de large en long, des centres, des vallées, des monts, des plages, des grèves oubliées, des rats à l'heure des marées. J'étais l'étranger de moi-même, ce qu'à présent je ne suis plus. Au final, le moment venu, j'ai ourdi les jours et les semaines pour alléger le poids des ans. Chaque aube en moi est une aubaine, celle de mes veillées vivants. Et c'est tout à fait vrai pour le moment avec mes 90 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être vivant, de m'éveiller le matin, dit à 8. Oui. Et pas m'embarrasser. J'ai été opéré il y a 1 mois et demi de la prostate, hein, par un robot. C'est vrai, par un robot. Il n'y a pas de cicatrice, rien du tout. Et j'étais pas, je suis resté à l'hôpital quand même pas mal de temps. Et mon but, c'était de sortir. Donc, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai tout oublié. Et ce qui m'intéressait, c'était de venir invité par David. C'était aujourd'hui. Je dis pourvu que je puisse le faire. Et puis, je me suis éveillé vivant tous les jours. Donc, je veux voir. J'ai appelé mon vieux lion pendant ces mois-là parce qu'il était comme ça. Il attendait que ça passe. Ça passe très, très long. C'est passé. Je veux vous dire aussi, c'est que dans la vie que nous menons, tous ceux qui écrivent le savent, parfois, il y a des choses qui sont incroyables dues au hasard. Alors moi, j'étais à la RTBF dans un jury de chansons. Et à côté de moi, il y avait Charles Dumont, le compositeur de piano. Et à un certain moment, il culbute la sauce sur mon costume. Et il me dit, Pierre, t'en fais pas, on va faire des chansons pour payer le costume. Et voilà. Donc je suis devenu parolier de Charles Dumont à cause de la sauce sur mon costume. C'est extraordinaire. Merci le costume. Oui. Donc, adolescent, je me suis retrouvé à l'Olympia. Moi, j'écoutais de la New Wave à l'époque. Hein, donc, j'étais beaucoup moins Charles Dumont, mais enfin, c'était quand même un privilège qu'il aille s'asseoir dans une salle pour entendre des poèmes d'amour pour Oui, pour ta femme. j'avais écrit un livre de poèmes d'amour et il a chanté La femme qui dort, qui est devenu un succès parmi ses succès.
Oui, il décrit la femme qui dort après l'amour dans ses propres rêves, et voilà. Puis c'est devenu effectivement une chanson que maintenant j'apprécie beaucoup. Quand j'étais adolescent, c'était pas tellement ma tasse de thé. Et à l'époque, l'instituteur que tu étais, j'ai montré un livre que tout le monde a oublié depuis longtemps, qui s'appelle La Cornemuse. Et donc tu avais demandé à plus de 3000 enfants belges de dire comment ils voyaient un poète et comment ils définissaient la poésie. En fait. Et alors, heureusement, le portrait du poète aujourd'hui est plus féminin, parce qu'un poète, c'était vraiment vu comme un homme. Et alors, un statisticien avait fait le portrait robot du poète suite aux 3000 descriptions d'enfants. Et donc, le journaliste de l'époque du dessin du soir, avait donc reproduit l'image d'un poète à l'époque, donc qui était grand, fort, barbu, assez vieux ou moustachu, avec le grand pied, le front ridé, les cheveux longs, l'air rêveur et bon, portant une cape, des lunettes, des souliers pointus et vernis et fumant la pipe. Mais c'était pas que des enfants belges, hein. C'était des enfants de plusieurs pays, mais de langue française, bien sûr. Ah oui. D'ailleurs, j'ose avouer que c'est un concept que je récupère beaucoup. Merci Pierre, vous me sauvez souvent la mise. Lors de mes ateliers d'écriture avec les enfants, quand je mène des ateliers d'écriture poétique, l'une des premières choses que je leur demande de faire, c'est de dessiner leur poète. Et à partir de leur description de la poésie, on met en mots en fait ce dessin. Et d'ailleurs, Nadia a eu l'occasion d'aller mener des ateliers autour de ce concept-là aussi. Donc, David, quand tu veux, pour une publication avec la suite du travail de Pierre. Alors, je vais te relire quelques définitions donc, des enfants qui avaient 10 ans dans les années 70. Pour moi, la poésie, c'est comme un film écrit, une chanson sans musique. C'est une élévation de la pensée, de l'impression profonde causée par le spectacle le plus émouvant. C'est la joie de vivre mise dans un texte. J'aime la poésie parce qu'elle exprime la joie du sculpteur, du peintre, du musicien. C'est une suite de petites phrases avec des virgules pour aller à la ligne. Quand je récite un poème, je vois soit le soleil, soit la pluie. Dans un poème, je vois des choses comme si elles bougeaient. Et toi, avec le recul du temps et de l'âge, chacun ayant un peu sa définition de la poésie, quand on te dit le mot poésie, quelle serait ta réflexion ou ta définition d'aujourd'hui? Moi, quand on me dit poésie aujourd'hui, je pense poème. Donc, tu vois, je ne prends pas la poésie comme on dirait l'agriculture, ou je sais quoi, de grand, ou la peinture, ou d'autres arts. Moi, je vois un poème, je le vois sous forme de poème comme ça, sans pouvoir le lire, mais je sens que je vais l'écrire. C'est toujours le matin, à 6 heures du matin. Hein, je m'éveille et je sens que je dois écrire quelque chose. Et petit à petit, le sujet arrive, s'installe, et puis je me lève, et alors là, je travaille dans mon bureau, le poème, et alors, où il est réussi selon moi, où il est raté, et il va à la poésie, tout simplement. Donc, pour moi, la poésie, c'est quelque chose de très concret. C'est pas un mot comme ça, la poésie, le poète, etc. C'est quelque chose que nous avons en nous, comme l'amour. Si on vous demande c'est quoi l'amour, hein? Vous êtes rencontrés, vous êtes là à deux, c'est quoi l'amour, hein? J'ai mis les barbus, les cheveux. Je ne sais pas trouver une définition à la poésie. Oui, c'est ce que je ressens,
Ça oui, c'est un sentiment, mais je ne pourrais pas vous dire comment on peut donner des définitions pour plein de choses. Quand vous êtes devant une peinture, une grande peinture dans un musée, hein, pourquoi vous l'aimez? C'est pour le gars qui suit, il n'aime pas. Alors, où est la définition de la peinture alors? Ça me rappelle qu'on avait reçu Francis Allais au Théâtre National il y a 2 ans pour voir les rapports entre botanique et poétique. Et ce monsieur, qui est quand même le plus grand spécialiste des arbres du monde, je commence par la question: c'est quoi un arbre, monsieur Allais? Il me dit: je ne sais pas. Je sens ce que c'est, mais chaque fois que je veux essayer d'enfermer l'arbre dans une phrase, je vais toujours trouver un arbre qui va échapper à cette définition. Et je pense que c'est là qu'il m'a révélé qu'il y a des arbres qui ne se montrent jamais, donc ils poussent sous le sol. Il y en a d'autres qui avancent très lentement dans la mangrove, mais qui ne sont pas du tout fixes. Et je trouvais que c'était une belle définition de la poésie aussi, de dire que voilà, la définition est toujours en quelque sorte à rien voir. Enfant, tu embrasses les arbres. Oui, il ne faut pas le dire en public, mais c'est vrai. On est dit comme j'habite toujours maintenant, parmi les arbres. Hein. C'est assez étonnant, Oui. les oiseaux, les arbres et tout. Parfois, on se dit c'est incroyable la nature. Par exemple, on dit une définition de la nature. Très difficile. Vous regardez le jardin extraordinaire, vous apprenez plein de choses que vous ne saviez pas. Hein? Alors, comment peut-on donner une définition de quelque chose dont on ne connaît pas tout? Hein? La nature qui d'ailleurs vous inspire énormément dans la plupart. Ah oui. La nature m'inspire beaucoup et pour les enfants aussi. Ou la présence des oiseaux qui est non seulement sur la belle photographie de Tatiana Delmeung sur la couverture, mais on a l'impression que ce livre est transpercé et traversé d'oiseaux. Pour clôturer, Pierre, nous vous avons préparé un petit questionnaire. On va vous proposer de répondre sans trop réfléchir, le plus vite possible. Enfin, le plus vite possible, on s'entend. Et en tout cas, de façon assez brève. Vous êtes prêts? Oui. Vous aussi? Oui. Si vous étiez un légume. Si vous étiez un légume. Un légume? Un légume. Un poireau. Vous l'aviez? Vous l'aviez? Si vous étiez un animal. Si j'étais un animal, je serais un chien. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai fait une émission de télé sur les chiens, à l'époque, et j'ai été voir tous les chiens, y compris les chiens de drogue, les chiens pour les aveugles, etc. Cet animal est extraordinaire. Extraordinaire. Ton livre préféré? Alors, mon livre, parmi les miens ou parmi... Non, en tant que lecteur. Oh, alors, les livres de Camus. D'ailleurs, ton premier livre important s'appelait Les Incurables. Oui, c'était la mort de mon père, donc ça s'appelait Les Incurables, mais c'était inspiré par Camus qui parlait de sa mère qui venait de mourir, et moi je parlais de mon père qui venait de mourir. Il est mort de façon incroyable parce qu'il taillait donc la pierre, et on ne savait plus où mettre les tailleurs de pierre, c'était la guerre, hein, où mettre les mineurs, alors on les mettait au sanatorium. 8 jours après, ils étaient tous tuberculeux, mon père mort de la tuberculose. Incroyable, mais une chose pareille. Donc il est mort parce qu'il n'y avait pas assez de médecins, plus assez de médecins. Donc il a eu une mort qui n'avait finalement pas grand-chose à voir avec son métier. Ta musique favorite? Ma musique favorite, Mozart. La qualité que vous estimez le plus chez les autres? La qualité, c'est l'honnêteté. L'honnêteté. Si on a quelque chose à dire, qu'on n'est pas de l'avis de l'autre, il ne faut pas hésiter à le dire.
et une façon de dire. Voilà. Mais sinon, c'est l'honnêteté. Ton occupation préférée? Mon occupation préférée? Écrire, hein, bien sûr. T'allais dire nourrir mes oiseaux. Tous les oiseaux de la forêt sont là. Ce qui vous rend heureux. Ce qui me rend heureux, ma femme depuis 66 ans. Je vous jure, nous sommes tout à fait différents. Moi, j'ai fait 20 ans de sport à haut niveau, à balle-pelote. Et ma femme, elle est théâtre. Alors, au début, elle venait avec moi pour voir les cours cyclistes sur 6 jours de Bruxelles. Après un quart d'heure, elle dormait. Et moi, j'allais au théâtre, mais j'aimais bien. Parce qu'elle me faisait voir des pièces que je n'avais jamais vues. Finalement, moi, je suis resté amateur de théâtre et elle me dit, écoute, si tu veux, va voir ceci, etc. Donc, on est différents, mais tolérants. Et ça marche très bien. Et je suis très triste aujourd'hui qu'elle ne soit pas là. Elle est en train de vous garder, là, grâce à... Et elle voulait nous proposer une bande magnétique qu'elle a enregistrée avec les poèmes, puisqu'elle ne pouvait pas venir. Mais maintenant qu'elle a le Covid, elle ne pouvait pas enregistrer sa voix partie. Donc, enfin, c'est ça le bonheur pour moi. Si vous n'aviez pas été vous-même, qui auriez-vous aimé être? Si je n'avais pas été moi-même. Je réfléchis. Je ris parce que je savais bien que c'est une question-là. Ça fait 90 ans que tu essaies d'être toi-même. Tu en parles d'ailleurs dans le recueil. Oui. Au moment où on arrivait à faire Mais au si moins un je n'avais tour de pas soi-même. été moi-même, j'aurais été un musicien. Un musicien. Pas nécessairement un grand musicien, mais un musicien, c'est-à-dire que j'ai beaucoup d'admiration pour la musique, parce que lorsque vous regardez un concert et tout, tous les musiciens sont sur le même plateau et égaux, à mes yeux. La musique fait qu'on peut la jouer dans tous les pays de la même façon et que tout le monde comprenne ce que ça veut dire et soit heureux d'avoir entendu. Alors que si ce sont avec des mots, évidemment, au théâtre et tout, c'est autre chose, et il faut des traductions. La musique comme langue commune. Oui. De la musique avant toute chose, ça Voilà. c'est une définition de Verlaine qui te va très bien à la fois quand tu écris pour les adultes ou pour les enfants, sachant qu'ici il y a beaucoup vraiment de recherche d'allitération et de rythmique. Je vais terminer avec 4 questions. Enfin, nous allons terminer avec 4 questions. Le lieu où vous préférez être? Le lieu où je préfère être, c'est dans la nature, dans mon bois, surtout dans mon bois, parce que j'ai un banc qui est mis dans mon bois, je m'y assieds, et chaque fois que j'y vais, je découvre des choses. Des oiseaux s'approchent de moi, j'ai 2 écureuils qui viennent régulièrement et qui n'ont pas peur de moi du tout, et que je nourris, et je suis presque certain que les arbres parlent. Presque certain, parce que il y a trop, quand les oiseaux sont sur les arbres, ils ne sont pas comme lorsqu'ils sont sur la terre. Les oiseaux, on a l'impression qu'ils dialoguent entre eux, mais aussi avec l'arbre. Mais c'est une idée. Je ne peux pas toutes les faire. Tu peux choisir la dernière, Karine. J'aime bien ton questionnaire. Si vous étiez un mot, si tu es un mot. Si j'étais un mot? En un mot. Amour.
C'est une belle façon de clôturer, n'est-ce pas? Mais amour dans le bon sens du terme, hein. Dans les chansons d'amour et tout, ça ne va jamais, elle m'a quitté, elle est revenue, etc. Non, l'amour, avec un grand A. Alors ta devise, normalement je la connais, mais peut-être tu as changé. C'est quoi ta devise? La citation préférée? Ben, c'était un vers Prince de Ligne. du Prince de Ligne, hein. Mais je ne le sais plus. Je ne sais plus. Toi, tu le sais? C'est j'avance dans l'hiver. Ah oui, à oui, force j'avance de printemps. dans l'hiver à force de printemps. C'est un vers du Prince de Ligne. Prince de Ligne qui est Le de l'ami de château n'est Voltaire. pas très loin de ma maison, puisque Juste à côté de sa maison, il y a le pavillon de chasse du Prince de du Ligne. Prince de Ligne. Oui, il ne venait pas que chasser, disait-on. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est à 500 mètres de la maison. Une maison, on appelle ça la maison. Et pour vous montrer comme c'est important la langue française qu'on démolit pour le moment, puisque qu'est-ce qu'il y a comme mot anglais maintenant qui sont... Hein, regardez dans votre journal, vous allez voir le nom. Et à la Maison Ronde, il y avait du lierre. Hein, c'était très beau. Et alors, à la province, on dit aux ouvriers, vous allez pour couper le lierre, au lieu de dire tailler le lierre. C'est pas la même chose. Elles ont tout enlevé. Donc avant, elle était très belle avec. Maintenant, il n'y a plus rien. Ils ont tout enlevé. Oui, tailler, couper. Un mot. Et ça, souvent, quand je rencontrais des jeunes qui étudiaient le français, etc., je prenais ça comme exemple, parce que c'est visuel. C'est sur ce mot amour que nous allons clôturer la rencontre. Pierre, un immense merci à vous pour toute votre générosité et tout ce que vous avez partagé avec nous. Ben, je suis ravi de pouvoir remercier cet homme que je ne connaissais pas avant. Et ce Gabin, ça c'est un Gabin. Et je ne le connais toujours pas vraiment bien, mais je sais que c'est un Gabin. Donc je voudrais être sur la main. Parce que ça fait bien. Et alors, vous deux qui m'avez aidé à faire la mise en page, c'est mon fils, mais c'est mon ami aussi. Il faudra vous réinviter avec votre amoureuse, si le gamin est d'accord. Pardon? Oui, Il faudra vous réinviter avec votre amoureuse, si le gamin que vous présentez est d'accord. Oui. Elle voudrait beaucoup revenir Mais oui. partager des C'est poèmes avec la faute de sa fois mère. que je viens, mais je le plais bien ici parce que parmi les livres, vous avez le plafond. Des choses, moi j'aime beaucoup tout ça, parce que ça sort de l'ordinaire. Hein? Imaginez le temps passé par tous les gens qui ont écrit ça. Et par les angoisses, et par les refus, etc., jusqu'au moment où ils arrivent là. On ne s'en rend pas toujours compte. Hein. Le métier d'écrivain, pour autant que moi j'étais directeur d'école, j'ai abandonné ma direction d'école pour écrire. Prendre le risque, parce que je ne pouvais pas. J'étais invité dans plusieurs pays, aux États-Unis et Sénégal, etc., et je ne pouvais pas aller. Un directeur d'école, ça ne va pas comme ça. Alors je dis j'arrête, donc j'ai stoppé net. Donc j'ai un plus de traitement À quel âge le mois suivant. Mais je me suis Avec pas. quel âge à ce moment-là? Oh, c'était en 78. Donc 34, 78. Ouais. 44. Et alors, je suis resté comme ça, à travailler, à faire parfois des livres pour des maisons d'édition qui faisaient des livres à bon marché, etc.
Mais puis j'ai travaillé à la télévision. Et alors, j'ai fait des dessins animés énormément. Gilles et Julie, je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, hein, Gilles et Julie, Flic l'écureuil, etc. Gilles et Julie, Et Gilles d'ailleurs. et Julie, j'en ai fait 100 été. Hein. Moi, c'était les héros de mon enfance, Gilles et Julie, qui cuisinaient beaucoup. Et donc, on avait des recettes de cuisine à Ah la oui, fin. mais ça, c'est Gilles et Julie après. Après. Mais moi, c'est avant. Mais donc, un jour, j'ai reçu l'immense plaisir de me retrouver avec un livre de Gilles et Julie, au moins 40 ans plus tard, et c'était un des cadeaux les plus fabuleux que j'ai pu recevoir. Gilles et Julie. Vous avez fait plusieurs, hein, des livres. Gilles et Julie. Alors, C'est ça qui m'a fait connaître aussi via la télévision. Hein. donc, Ciel d'Ostende, mais aussi en parallèle, Sourdre de Zoé. Tu vas me dire si je prononce bien. Besmond de Sonneville. Alors, Bémond de Sonneville. Voilà. Bien, bien. Zoé va Alors, remplacer écoute, Karl. Voilà. On va t'accueillir avec grand plaisir. Donc Zoé est actuellement notre poétesse en résidence parce que cette maison accueille plusieurs fois par an. Alors parfois plus, parfois moins. Ça fait 2 ans que ça c'est à la suite des années qu'on appelait les années confinement, où on n'avait plus pu recevoir quasiment personne. On a tendance à se laisser un peu déborder par l'enthousiasme. Mais voilà, parce qu'on aime bien recevoir des personnes ici en résidence. Et donc, c'est des personnes qui viennent ici terminer une écriture, ou commencer une écriture, ou faire un tri. Je me souviens d'un Suisse, Non, mais par exemple d'un auteur suisse qui était Luc-André Rey, qui avait démarré avec l'écriture, qui avait eu un vécu à la rue juste avant, et qui démarrait avec l'écriture et qui avait... Vous voulez que... Et qui, par exemple, avait profité des 5 années, j'allais dire, des 5 mois, des 5 semaines. C'était une des plus longues résidences, on a déjà eu 2 mois et demi. Zoé, c'est 15 jours. Mais par exemple, ce poète et ami, Luc-André Rey, qui est décédé malheureusement, avait fait le tri parmi des milliers et des milliers de poèmes qu'il avait écrits pendant des années. Et il avait placé tout par terre. À l'époque, tout l'appartement en haut faisait partie de la résidence. Et il avait eu juste assez des 5 semaines pour faire ce tri, pour composer plusieurs recueils, dont certains sont publiés chez nous, entre autres. Et voilà, je vous invite un jour à découvrir cette poésie de Luc-André Rey qui était assez formidable. Et donc voilà, Zoé, c'est 15 jours. On peut peut-être commencer par... parce qu'ensuite, ce livre n'est pas en vente ce soir, parce qu'il va sortir dans 1 mois au festival. Donc il y a les brochures là sur la table. Il y a le festival de poésie où la Maison de la Poésie est partenaire et dans Maelstrom et l'Artificière. Donc là, ça n'a pas été pour terminer ce livre, quoique. Les premiers jours, on a fait les finitions de la toute dernière version, et corrigé les coquilles, etc. Voilà. Et donc quand même fini. Quand même, ouais. Vraiment fermer le chapitre, quoi. Et donc, qu'as-tu fait pendant ces 2 semaines, si c'est pas indiscret? Alors, c'est une excellente question, parce que j'avais postulé avec un projet d'un autre recueil que j'ai quasiment pas ouvert, enfin que j'ai juste ouvert une journée un peu travaillé. Mais en fait, j'ai pas mal de choses en chantier, dont du spectacle vivant, dont des projets de performance. Et dans la mesure où celui-là, c'est mon premier recueil, et voilà, il est en train de sortir. Je pense que c'est un peu compliqué pour moi d'en remettre un, d'en retravailler un, parce que j'ai besoin qu'il aille rencontrer public, j'ai besoin d'avoir un retour sur ce que j'ai écrit par rapport
au public. Et ça, je sentais que j'avais pas l'énergie de retravailler un texte en profondeur. Mais ce texte-là, avant d'être un recueil de poèmes, c'est un album. Les projets, c'est un peu comme des poupées russes en fait, mais c'est pas les mêmes à l'intérieur, c'est pas les mêmes poupées. Il y en a une, chaque fois c'est des objets différents. Donc, ça a été un album. Là, c'est un recueil. Donc, c'est un album qui est sur toutes les plateformes, qui s'écoute, qui contient une vingtaine de textes qui sont inclus dedans. Et donc, on l'emmène vers un projet de spectacle immersif qui va avoir un dispositif vibratoire. Moi, je parle de surdité. C'est un sujet complètement autobiographique. Et l'idée pour ce projet, c'est d'amener le spectateur dans une expérience de la surdité par comme le fait que les curseurs sensoriels soient déplacés. Enfin, moi, c'est cette expérience que j'ai de mon corps, comme d'un corps qui a changé en passant d'un corps entendant à peu près normalement à un corps qui entend vraiment plus très bien et qui a des appareils, mais qui a une expérience du monde qui est complètement différente dans sa sensorialité, par exemple. Et du coup, voilà, le spectacle qu'on prépare, il va se rapprocher, on est en train de travailler vers cet objet-là, immersif. Donc et je viens de faire une résidence de ce projet-là, donc j'ai continué à travailler sur le dossier notamment. Être auteur, c'est écrire, mais c'est aussi beaucoup faire des dossiers. Moi, j'en fais énormément. Et là, j'en ai fait pas mal pendant cette résidence. J'ai un autre projet, qui est un projet qui est tout neuf, qui s'appelle En faire quelque chose, et qui est un projet de performance qui a commencé sur Instagram. L'écriture a commencé sur Instagram. Cet l'été dernier, j'ai fait un passage aux urgences et j'ai écrit un poème en direct de ce que je vivais à ce moment-là. Et en fait, après, j'ai été une autre fois à l'hôpital pour d'autres choses, pour la surdité, parce que j'étais suivie pour la rééducation sensorielle. Et j'ai continué cette expérience-là de partager en direct ce que je vivais de l'hôpital. Et donc là, c'est un projet qui est en train de se développer, que je voudrais aussi développer pour faire écrire des gens. Mais il va y avoir une performance début mai à l'université autour des poèmes que j'ai écrits via Instagram, des photos que j'ai prises, et puis voilà. Donc ça, c'est un autre projet que je développe. Quelle université? C'est la cité universitaire qui organise des colloques, souvent autour de la poésie. Et là, c'est poésie et Instagram. C'est mené avec Caroline Giraud, que vous connaissez peut-être ici. En tout cas, elle est connue par David et Maelstrom. Et Camille Bloomfield, qui est une poétesse qui travaille beaucoup sur le métapoème, le poème Instagram et les poèmes numériques, et puis voilà les liens entre poésie et numérique. L'université de quelle ville? À Paris, excusez-moi. Ouais, je suis parisienne, donc dans ma tête. C'est le centre du monde. Je me suis pas. J'ai toujours l'impression d'être un peu à Paris. Oui, c'est l'université parisienne, pardon. Alors, je peux oser le dire, quand David a reçu en fait ton tapuscrit, il m'a fait confiance, il m'a dit un peu ça et vois un peu ce que tu en penses. Et tout de suite, on en est venu à la même conclusion tous les deux, qu'il y avait quelque chose qui nous semblait hyper interpellant aussi dans notre rapport à la poésie, qui n'est pas que dans les livres. Et puis le fait que tu sois comme ça, artiste entre guillemets, c'est pas le bon mot, mais artiste polymorphe, ça nous a beaucoup séduit aussi, parce qu'on s'est dit, ton texte, il va vivre pas seulement dans le livre, mais il va vivre sous plein de formes différentes. Et alors moi, ce qui m'a vraiment séduit au moment où je t'ai lu, aux premières étapes, c'était
ce rapport à l'intimité que tu as, mais qui te sert de matériau pour ton écriture. Tu ne racontes pas ta vie, tu ne l'étales pas, mais tu utilises ta vie comme un matériau d'écriture. Tu me dis si je me trompe. Oui, on peut le voir comme ça. Oui, c'est un sujet, en fait, pour l'instant, c'est le sujet que j'explore, c'est vraiment la surdité parce que c'est quelque chose de nouveau. Et je trouve que ça offre une expérience vraiment... moi, je vis quelque chose d'assez inédit par rapport à mon corps, en fait. J'ai l'impression de vivre une mue. Et je trouve ça à la fois vertigineux et flippant de vivre ça à 35 ans, à 36 ans. Et en même temps, je trouve ça magnifique. Enfin, c'est quelque chose d'incroyable dans le fait que voilà, le corps change et vraiment, très, très concrètement. Et en même temps, cette intimité, elle fait écho aussi chez nous, chez chacun de nous, puisqu'on est tous mouvants aussi. On a tous des choses qui, d'une façon ou d'une autre, de façon plus grande ou plus petite, changent aussi dans notre corps. Et c'est peut-être ça qui permet aussi, moi je dirais, de faire écho un peu en nous. Alors je prends peut-être la première phrase, quand on ouvre le livre, c'est « Mon constat d'aujourd'hui, c'est qu'on trouve toujours la force d'aller plus loin ». Est-ce que ça pourrait être vraiment le résumé aussi de tout ton livre? C'est compliqué de faire des résumés, mais je dirais que peut-être, oui, c'est comme un fil directeur. Peut-être c'est un fil directeur. Il y a des phrases il y a des choses que j'écris, je ne sais pas pourquoi je les écris, et il y a une partie de moi qui me dit enlève-la, et puis il y a une partie de moi qui me dit non, il faut que tu la laisses, mais j'arrive pas très bien à l'expliquer, et je pense que cette phrase-là, c'est un peu ça, je l'ai mise en me disant mais t'es sûr? Mais oui, il faut que tu la laisses. Tu parles de laisser, enlever, vous verrez quand vous aurez l'occasion de l'acheter, il y a des phrases qui sont barrées dans le livre. Au niveau de la graphie, on a beaucoup travaillé aussi, et tu as donné des cheveux gris peut-être à bon nombre de l'équipe au niveau des graphistes, etc. Il y a des choses en petit, des choses en grand, des choses en gras. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi tout ça correspond, ce changement de graphie? Tu peux enlever le pluriel aux graphistes. Oui, je me suis rendu compte. Et ils avaient de toute façon déjà des cheveux gris. Un peu plus, un peu moins. Ouais. Ça va? Et c'est des gamins de toute façon. Ça correspond, oui. Alors déjà, moi j'écris vraiment à la main et j'écris assez gros, mais en fait pour moi l'écriture c'est vraiment un geste et c'est une expérience du corps. C'est vrai que c'est des choses que j'explore maintenant dans le dessin, de prendre les mots, de les superposer, de les agrandir, de les mettre en couleur, etc. Et ça fait partie de choses que je raconte, de comment raconter la surdité, par exemple, quand les mots se superposent. Pour moi, c'est une façon de raconter que, voilà, je n'ai pas besoin de vous expliquer à vous qu'on sait que parfois le son est tellement saturé qu'on ne comprend plus rien, et pourtant le son est là, les mots sont là. Et pour moi, dans cette expérience aussi de la surdité, les mots, ils ont comme une présence, il y a quelque chose qui existe dans la forme du mot et qui peut être décorrélé de son intelligibilité, de son sens. Et c'est comme si ils étaient des personnages avec une énergie. Et même si on ne comprend pas ce qui se dit avec l'oreille, le mot est quand même, a quand même une vibration. Raconte quelque chose. Après, tu peux peut-être nous lire un extrait, comme ça on rentre directement dans le texte. Oui. Après, j'ai aussi travaillé avec des typographies différentes, comme si le texte devait s'entendre avec des sons différents, comme s'il y avait différents volumes en fait. Donc ça m'intéressait de... Et puis, je crois que... Parce qu'on dit beaucoup de mes textes, c'est qu'ils s'entendent quand on les lit. Et là, j'ai eu envie d'aller par là, en fait. Alors, je vous en lis un. Il y a ce truc que j'appellerais le seuil. C'est à la fois un passage et un moment, un point de non-retour en soi. C'était il y a 1 an et demi pour moi, mi-mai environ année 2019.
Je portais les appareils depuis septembre 2018 à peu près. Peut-être juillet, de façon plutôt continue, avec obéissance. Parfois, obéissance, c'est drôle, il rime avec ignorance. Il rime bien, tu trouves pas? Même nombre de syllabes, même rythme. On te dit le bonheur, on le reconnaît au bruit qu'il fait quand il s'en va. Le oui aussi, tu vois. Est-ce que le oui, c'est le bonheur? Ceci dit, quand j'avais plus de décibels dans mes oreilles, je ne sais pas si je me trouvais heureuse. Je ne sais pas si j'étais heureuse. Peut-être que je suis plus heureuse. Peut-être que je suis plus éveillée aujourd'hui. Peut-être que je m'aime plus. Ma mère, elle s'appelle Elisabeth. Mon père, c'est Michel. Non, il n'y a pas d'antécédent de surdité connue, enfin. Sauf de vieillesse, mais c'est pas pareil. J'ai 33 ans, moi. 3 fois 11. Je vais marcher. Marcher dans les ruines. Histoire de... Allô, maman, je suis allée marcher dehors, je ne sais plus marcher, je n'arrive plus à marcher, je suis inquiète. Mettre un pas devant l'autre, pardon. Pardon, maman, pardon, maman, pardon, maman, j'ai besoin de ton silence, maman. J'ai besoin que tu m'avoues, que tu silences, maman, que tu es sous silence. J'ai besoin de le bouger, ce silence, maman, moi, dans mes oreilles. Le silence épaissit. Il durcit, maman, le silence dans mes oreilles. Il a même un nom, mon silence. Il s'appelle autospongiose, il a un nom dégueulasse. Dans mes oreilles, il est tellement épais, il est devenu vivant, maman, mon silence. Il grandit dedans moi. Il y en a même qui disent qu'il pourrait prendre toute la place. Maman, s'il te plaît, aide-moi. Je ne veux pas être réduite au silence. S'il te plaît, réapprends-moi à marcher. Avoue-moi ton silence. Et donc ce texte, il fait partie aussi de l'album. Et du coup, j'avais envie de vous faire écouter un extrait, comme ça, pour en avoir aussi une autre expérience. Est-ce que ça va être enclenché? Et toi, tu dois te démerder pour vivre sans, manger sans, draguer sans, faire du vélo sans, croiser tes voisins dans les escaliers sans, faire connaissance avec de nouvelles personnes sans, faire l'amour sans, te présenter sans, aller à des soirées, des concerts, bars, discothèques sans, regarder la pluie tomber sans, répondre aux questions sans, téléphoner sans, aller nager sans, regarder les gens écouter sans, passer l'aspirateur sans, t'occuper du chat sans, t'occuper de toi sans, te balader dans la forêt sans, voir ton père et ta mère sans. Tu m'as avoué qu'il y avait un clip qui venait d'être terminé, ou une vidéo, c'est ça? Ah, il y a une vidéo, oui. Qui sera bientôt disponible, normalement, sur Internet. Oui. Tu peux nous en dire un petit peu plus à propos de ce projet-là? Oui. Alors, c'est encore un autre projet, un peu comme, mais qui est une continuité de ce projet-là. Ça s'appelle La fille sans oreille. Et en fait, La fille sans oreille, c'est un texte que j'ai écrit l'an dernier. Et j'étais en résidence à Paris, donc, enfin plutôt à Montreuil, et j'ai été invitée à la Nuit Remue à la fin. Et à la fin de cette résidence, et Xavier Musat, qui est un poète, un musicien, voilà, je lui ai demandé, qui était aussi invité, je lui ai demandé de jouer avec moi, et lui il joue avec des grosses guitares électriques et des pédales qui envoient du son. Et moi, c'est La fille sans oreille. La fille sans oreille, c'est un texte qui parle de qu'est-ce que c'est que d'être sans oreille, et d'une sensibilité, d'une intimité, et puis d'un rapport aussi à l'intime, mais à l'autre, à son intimité à elle, à l'homme, à sa vie amoureuse. Et donc, pour
travailler depuis quelque temps, j'expérimente un dispositif singulier. J'ai un gilet qu'on m'a prêté qui vibre et qui permet de retranscrire le son en vibration. Donc c'est un gilet qu'on branche, au lieu de brancher sur un truc Bluetooth, on le branche et le son arrive sous forme vibratoire. Et donc là, Xavier m'a envoyé de la grosse guitare, des basses. Et donc on a travaillé comme ça, moi au micro avec mon gilet et lui qui m'envoie du son. Donc c'est un duo et ça a été filmé parce qu'on a eu un petit financement. Et voilà, c'est une expérience qu'on aimerait bien refaire en performance. Voilà. On pourra la voir quand, cette vidéo? Ces jours-ci, je pense. Ouais. Sinon, il y a un clip de mon album qui est disponible aussi sur YouTube. C'est le morceau Je vais t'écrire. Alors, ce livre, on a voulu aussi en faire une fenêtre ouverte, puisque il y a un QR code. Oui, je crois qu'il est au début, je ne sais plus où il est. Et il donne accès à quoi, ce QR code? Il donne accès à l'album. Sur le flash, avec l'iPhone. Il y a aussi l'adresse du site. Et quoi? Il y a aussi l'adresse du site, tout simplement. Aussi, oui. Ouais. Enfin, l'adresse du portail. Oui. Peut-être juste pour clôturer, la photo, c'est une photo de toi, oui, que toi tu as prise. Le titre, Sourdre, qu'on a repris aussi en 4e de couverture, sous forme de définition. Alors pourquoi ce titre, Zoé? C'est un titre qui m'a été soufflé par Rim Batal, que peut-être vous connaissez, qui est une amie avec qui je travaille depuis quelque temps, parce qu'on partage un projet qui est le projet du Bordel de la Poésie, qui est un projet de spectacle vivant où on lit en tête-à-tête des poèmes au public. Et je lui ai montré le texte et elle m'a parlé du verbe sourdre que je ne connaissais pas. Et j'ai décidé de nommer le texte comme ça. Et puis je trouvais ça assez beau que ce soit elle qui me le passe, parce qu'elle a publié beaucoup de livres. Et elle est assez inspirante comme autrice, et comme femme, et comme artiste. Et j'en ai mis la définition pour que ce soit bien clair, quoi. Pour moi, mais pas seulement pour moi, je trouvais ça beau. Ça commence par sortir du sol, synonyme jaillir, entendre sourdre l'eau, sourdre apprendre sa source, sourdre de, sortir de, jaillir de, sourdre de terre. Voilà, enfin il y a toute la définition que vous pouvez entendre, que vous pouvez lire. Et j'aimerais bien vous faire juste écouter un morceau de l'album, un autre, pour finir. Donc ça s'appelle Je vais t'écrire et il est, le clip est disponible sur YouTube. Semblable, identique, vivante déjà.
amusante, splendide. Merci Zoé. Et donc Sourdre sera disponible dès le festival. C'est ça la date. Donc, le mois prochain, en mai, du 15 Au 20. au 20. Et donc Zoé en particulier, là, lors de la traversée de la nuit, qui a lieu toute la nuit. Alors quand on entend nuit de la poésie, essayez toujours de décrypter les horaires. Parce qu'il y a beaucoup de nuits de la poésie qui se terminent à 22h. Voilà, je sais que l'Institut du monde arabe à Paris fait une véritable nuit de la poésie. Voilà, là, au festival, c'est une vraie nuit. Donc ça commence à 20h30 et ça se termine à l'aube, comme lors de certains rituels. Et Zoé apparaîtra vers minuit et demi peut-être. Enfin, c'est l'heure qui est prévue au moment. C'est au Théâtre Le Rideau à Bruxelles. Et le lendemain, elle présentera son livre devant la librairie Maelstrom, comme le Divine présentera son nouveau livre, qui paraît à l'Arbre à Parole, au même endroit, même heure, c'est-à-dire vers, grosso modo, 17h30, 17h30. On peut donner le titre? Sans lassitude des paysages. On parlait des paysages tout à l'heure. Et juste pour terminer sur... je me souviens très bien de l'acte de lecture de ton texte. D'abord des échanges avec le Divine, parce que lorsqu'on a quelques évidences comme ça, je les communique assez rapidement. Parfois ça peut prendre des mois et des mois et des mois, même pour que je puisse lire, et certains ici le savent, certaines ici le savent. Et pas plus tard qu'hier, j'ai encore rencontré une personne qui me reprochait toujours pas avoir lu son texte après 2 ans. Et je m'en suis excusé en disant, voilà, c'est... Mais bon, c'est une autre histoire. Mais pour dire que, voilà, il n'y a pas de... Il y a des textes que l'on lit, et en fait, j'ai en même temps écouté, en fait, l'album. Et pourtant, les textes changent, et ne se recouvraient pas, mais ça ne gênait pas. C'était assez intéressant comme expérience de lecture, c'est pour ça que j'avais envie de la partager. C'était quelque part à l'automne, au début de l'automne. On s'était rencontrés à Paris, on s'était rencontrés à Sète, pour que tu viennes en résidence. Et après, tu as envoyé ce texte. Donc, je dis, voilà, là, j'ai envoyé Ludivine, qui a tout de suite aussi accroché. Mais je me rappelle de cette expérience étrange qui était de lire en même temps que j'écoutais. Mais évidemment, avec des textes qui ne se chevauchaient vraiment plus du tout. Mais ça crée l'atmosphère, parce qu'il y a un climax, comme on dit, qui est créé par cet album, que j'avais vraiment beaucoup aimé. Moi, je les avais lus sans écouter au départ. Et le fait de les lire sur la page donnait déjà cette intuition que quelque chose par-delà la page pouvait exister et pouvait vraiment donner encore plus corps au texte. Et du coup, l'intuition, et ce livre-là, il en est très heureux. Voilà. Et donc le fonctionnement à l'Arbre à Parole chez Maelstrom, de ce côté-là, est un peu le même, parce qu'ils ont un directeur commun, en fait, qui parfois loge tout en haut. Le mardi et le mercredi, parfois il se pointe ici, c'est un gamin. Et j'adore, parce que c'est ce que je suis, en fait. Même à 55 ans, je suis un gamin. Je suis né en 68, donc techniquement, je ne suis plus un gamin, mais voilà. C'est que la plupart des titres, pas tous, ont quelque part comme une accompagnatrice ou un accompagnateur qui va devenir marraine ou parraine, ou parrain ou marraine, ou marin. Et on parlait des marins tout à l'heure. Et là, c'est Ludivine. Donc c'était chouette, la combinaison de la résidence et de la soirée Pierre Coran. Parce que Ludivine a accompagné, donc merci Ludivine, a accompagné ce livre, comme elle en a accompagné d'autres aussi dans le passé, et le fera peut-être encore à l'avenir, si elle le désire, et quand elle aura l'énergie.
Et sinon, on en a d'autres qui sont aussi de très beaux accompagnateurs, comme Jérémy Tolomé, qui est un très bel accompagnateur aussi de textes. Laurence Viel aussi, et Lisa Plombet, etc. Voilà. C'est vrai qu'il y a pas mal de faits. Il y a aussi Perrine Le Guérec. Perrine Le Guérec, qui est une autrice que nous connaissons beaucoup ici. Nous l'avons beaucoup imprimée, parce qu'elle a publié beaucoup au Carnet du dessert de lune à une époque. Et donc nous avons beaucoup. Quand nous imprimons le livre du Carnet du dessert de lune, et j'ai connu Perrine en Normandie, en fait, en marge du festival Poémitial, il y a quelques années, il y a vraiment pas mal d'années. Et donc merci aussi aux personnes qui ont envie d'accompagner un texte par une postface. Alors, les autrices et auteurs maintenant le savent, je bazarde toujours la préface en postface, selon la phrase de Lawrence Ferlinghetti du fameux petit livre rouge, Poésie de l'insurrection. Comme un chant de tournesol, la poésie n'a pas à s'expliquer. C'est une phrase que j'adore parmi toutes. Et c'est ce qu'il me disait tout le temps. Lui est mort à 101 ans et 11 mois. On a publié son tout dernier roman, Little Boy. Mais il me disait toujours ça. Du moment que tu veux expliquer, tu rates. Si tu veux expliquer le poème, tu le lis ou tu ne le lis pas. Tu le vis ou tu ne le vis pas. Tu n'as pas à t'excuser du poème. Mais si quelqu'un a envie d'accompagner, ça c'est une bonne chose toujours, d'accompagner, de voir parrainer ou marrainer un texte. Et donc alors on propose, comme on l'a proposé là, de mettre cela en postface plutôt, parce que donc ça vient après, ce qui est l'essentiel, c'est le poème. Voilà. Merci beaucoup Zoé. Merci beaucoup pour votre accueil à la fois en résidence et dans... Maintenant Zoé a découvert son livre aujourd'hui, c'était pas prévu a priori, mais donc elle a reçu Fabien, qui n'est pas là aujourd'hui, a terminé, a eu beaucoup de plaisir vu qu'il n'a pas pu croiser Zoé cette fois-ci, vous verrez au festival. Il tenait à finir quelques exemplaires pour que tu les aies avant de partir. Et voilà. Mais donc, effectivement, il n'est pas en... Comme quoi, tout ne s'achète pas. Il y a un groupe chilien de poésie qui s'appelle Casa Grande. C'est un groupe de poètes, d'activistes, qui faisait une revue, en fait. Ils n'en font plus. La revue avait à chaque fois des formes différentes. Par exemple, une fois, c'était genre un grand magazine comme ça, quasiment un A3. Le numéro suivant, c'était des poèmes qui étaient dans les stations de métro. Donc il fallait faire toutes les stations de métro pour lire la revue. Un de leurs numéros a été en fait des poèmes renfermés dans des capsules qui ont été balancés dans l'espace par un astronaute chilien qu'ils avaient démarché. Et en fait, il y avait leur devise, c'était « La poésie no se vende ni se compra ». La poésie ne se vend ni ne s'achète. C'est dans la poésie dont on parle, pas le livre. Le livre s'achète et se vend. Donc, ce soir, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Et Zoé, comme elle a 15 exemplaires à elle, est libre de faire ce qu'elle veut aussi, de ces exemplaires. Mais j'ai sorti un autre livre il y a 3 ans, qui est publié chez Flammarion, qui s'appelle Journal de mes oreilles, qui n'est pas de la poésie, qui est un récit. Et si vraiment vous ne pouvez pas attendre, voilà. Karl a eu des poèmes dans le métro, à Paris. Oui, ça c'était l'opération Poésie dans le métro, oui. Qui était faite en connexion avec Montréal. Entre le temps des poèmes dans le métro, pour le faire. Sur les murs du métro de Bruxelles, mais dans les rames à Paris. Et à Bruxelles aussi, tu l'as eu? Oui, mais sur les murs du métro. Okay. Et à Paris, c'était dans les rames elles-mêmes. Parce qu'à Bruxelles, nous avions pu exporter cette chose-là une année seulement, avec l'association qui s'appelait à l'époque Espace Poésie. Et voilà, le live continue, en fait, c'est elles qui sont filmées, mais on part ici. C'est intéressant. Mais, et là, on avait réussi à les mettre dans les rames de métro, mais la STIB ne fait ça qu'une année. Elle n'a pas voulu reconduire après, mais cette année-là, elle était content. Je me dis, David, est-ce qu'on pourrait lui offrir un exemplaire de Bien entendu? Il y en a un ici. Alors, si tu veux lui offrir, tu peux. Hein. Mais il y en a ici dans la maison? Mon grand-père s'appelait David, comme moi. Et il était vendeur ambulant.
David sans E. Je vous laisse deviner ce que ça pouvait préfigurer. Né en 1908 en Italie, il allait de village en village pour vendre tout et n'importe quoi. Vous voyez le personnage dans Tintin, le portugais, il était pire. Il arrivait à tout vendre. Donc évidemment, nous allons acheminer, bien entendu. Tu as bien, j'ai dit évidemment, nous allons acheminer, bien entendu. Pour ne pas faire de répétition. Sinon j'aurais dit bien entendu, nous allons acheminer, bien évidemment. Merci. Nous continuons donc là un petit break, dédicace, achat du livre de Pierre que Zoé peut dédicacer. Oui, moi si vous voulez, je vous en vends. Il y a vraiment des gens qui veulent en acheter un. Voilà, c'était le piège. Ah, j'ai pas le droit. Non, je rigole. Je pouvais faire ce que je voulais avec. Voilà, tu fais ce que tu veux avec. Si vraiment quelqu'un voulait quand même, si Zoé, d'accord. Voilà. Donc, comme Zoé semble d'accord, on casse le rituel. Et donc on s'arrangera, Zoé. De toute façon, elle ne nous écoute plus. Merci Ludivine.